Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. À l'approche de la présidentielle du 15 mars 2026 en République du Congo, le débat politique s'intensifie autour d'une question centrale. Quel bilan tirer du mandat 2021-2026 du président Denis Sassou Nguesso et quelles perspectives pour l'avenir? Avec une économie largement dépendante du pétrole qui représente 70% des exportations et une part importante des recettes publiques, le pays reste vulnérable aux fluctuations des prix internationaux de l'énergie. Par ailleurs, la question de la dette publique, qui représentait 74,1% du PIB en 2025, et celle de la diversification économique reste au cœur des débats, alors que les Congolais demandent des réponses concrètes en matière d'emploi et de développement des infrastructures. Cette élection pose également des questions fondamentales sur le climat politique et l'état de droit, notamment dans un contexte où l'opposition est souvent décrite comme fragmentée. Pour analyser ces enjeux, nous recevons sur ce plateau trois invités, notamment le professeur Armand Elono, enseignant permanent au département de politique internationale à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Professeur, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs africains. Je suis heureux d'être ici. Nous sommes également accompagnés du docteur Rodrigue Tassemotso, docteur en sciences politiques et relations internationales, chargé de cours au département de diplomatie et des enseignements professionnels à l'IREC. Docteur Tassé, bienvenue. Merci madame, bonjour à vous et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Nous sommes enfin avec monsieur Patrick Ngoma, secrétaire général du parti La Chaîne, notre invité depuis le Congo. Monsieur Ngoma, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup madame. Messieurs, d'entrée de jeu, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation politique du Congo et quel bilan économique du mandat 2021-2026 du président Denis Sassou Nguesso peut-on tirer? Professeur Elono, on commence par vous. Je vous remercie. Il faut dire que le Congo est notre voisin du Cameroun. Le Congo est un pays qui a eu des élections suivies pendant ces quelques années, depuis 1992, où on avait commencé à avoir une nouvelle histoire politique après les différents coups d'État. Et aujourd'hui, on a un chemin qui est plutôt vers la démocratie, étant donné que les élections se suivent et se succèdent. Ça, c'est la première chose. Le bilan, c'est un bilan. En fait, la présentation économique, le contexte économique, c'est un contexte d'une économie que tous nous connaissons. D'ailleurs, c'est quasiment la palissade lorsqu'on dit qu'elle est pétro-dépendante. Mais on a vu ces derniers temps une recherche véritable de la diversification, notamment dans le domaine agricole. Et nous avons aussi, toujours sur ce contexte politique, le fait que ces élections se passent avec au moins quelque chose comme 5 ou 6 candidats, ce qui montre qu'il y a peut-être une mise en place d'une nouvelle gouvernance électorale, même si elle n'est jamais parfaite. Et en ce qui concerne le jeu politique à l'intérieur du pays, la capacité des partis à pouvoir dire qu'ils sont à la recherche d'une meilleure démocratie est quelque chose de bien, parce que ça permet à tout le monde de savoir que le jeu politique est ouvert et qu'on peut y discuter, ce qui n'était pas le cas avant, étant donné que l'histoire l'histoire du Congo est une histoire particulière, notamment en ce qui concerne la dynamique marxiste qui avait commencé. Donc aujourd'hui, les perspectives sont que nous souhaitons, lorsque nous regardons les pays africains, notamment d'Afrique francophone, sud-saharien et notamment de l'Afrique centrale, que les éléments de démocratisation, de rationalisation de la gouvernance électorale puissent se faire, notamment pas au travers des élections, parce qu'il faut toujours faire des élections pour qu'on sente la vie politique d'un pays. Et donc pour cela, nous pouvons dire que les perspectives, on saura d'ici peu qui va gagner ces élections. Il faut toujours donner l'hypothèse que c'est une concurrence et que
celui qui gagnera pourra mettre le Gabon, notre voisin, dans les rails de la démocratie, de la transformation et du développement. Docteur Kassi, un avis peut-être différent ou vous allez dans le sens du professeur Elno? Oui, madame, je veux dire que je m'inscris en droite ligne de ce qui a été dit par le professeur Ama Elono. Je voudrais juste entrer de jeu et dire que le Congo, comme il a si bien dit, est un pays frère et ami du Cameroun. Déjà, c'est notre voisin, l'un de nos voisins les plus proches d'ailleurs. Et c'est tout à fait normal que nous nous intéressons justement à la situation politique de ce pays. Donc vous comprenez que si on doit dire quelque chose en matière de bilan, que ce soit économique ou alors politique, nous allons dire que le bilan est en quelque sorte un peu mitigé. Après les périodes de troubles des années 90-97, il faut dire ainsi pour être un peu plus précis, on peut dire que le Congo connaît depuis un certain temps une relative accalmie, même si de temps en temps, on peut observer de temps en temps des petits relents de soulèvement de part et d'autre. Mais je suis d'avis avec le professeur Ama Elono qui dit très bien que l'économie du Congo est fortement dépendante des hydrocarbures et de l'exploitation forestière. Donc nous pensons que justement, surtout en ces temps, qu'il est important justement de voir comment le Congo, justement, pour aspirer justement à l'émergence, devrait diversifier son économie. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Et l'élection qui arrive justement cette année arrive à point nommé, comme une sorte, peut être appréciée comme une sorte de baromètre qui va nous permettre justement d'apprécier ou alors de faire une sorte de bilan de tout ce qui a été fait par le pouvoir en place. Monsieur Ngoma, vous avez entendu vos deux copanélistes. Le bilan présidentiel de Monsieur Denis Sassou Nguesso reste mitigé, mais on a noté des évolutions remarquables. Aujourd'hui, quel bilan, vous qui êtes dans le pays, pouvez-vous faire justement de la situation politique et surtout du climat économique qui prévaut en ce moment? Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais tout à l'heure, le professeur et le docteur, j'ai eu du mal à les écouter. Vraiment, je n'ai pas capté le fond de leurs pensées. Bon, la question que vous me posez, je crois que c'est sur le bilan du président Sassou qui est mitigé. Bon, mais le plus important pour nous, pour Kinobi Kiambongo, lorsqu'il se lance à cette campagne, c'est qu'il avait l'information nécessaire sur non seulement le bilan du mandat qui vient de s'écouler, mais de la réalité même du pays. Et oui, le pays est foncièrement tourné autour du pétrole, son économie est foncièrement assise sur le pétrole. C'est pas ça la grande préoccupation pour nous. Pour Kinobi Kiambongo, c'est qu'est-ce qu'il faut faire au jour d'aujourd'hui pour sortir de toutes ces situations. Il a fait le pays depuis 2002. Vous savez qu'il est candidat depuis 2002. En 2002, en 2009, 2016, 2021 et cette fois-ci en 2026. Il a eu le temps d'aller visiter le pays, d'écouter, d'échanger et de comprendre toute la situation économique de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, pour lui, il faut qu'on arrive vers des décisions fortes. Des décisions fortes pour qu'on aille effectivement vers cette diversification qu'on parle tant. Et à côté, il dit, mais au-delà de la diversification, mais le plus important serait d'aller vers la dynamisation de notre économie. On peut diversifier, oui, mais si l'économie n'est pas dynamique, on n'a rien fait. Et c'est pour ça, il pense qu'il faut, dans un premier temps déjà, qu'on arrive à avoir une certaine maîtrise de la situation de l'endettement du pays. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, notre situation de statistique pose tellement de problèmes. Aujourd'hui, on peut vous dire que la dette est autour de 8 000 milliards. Demain, on vous dira que c'est 9 000. Après-demain, on vous dira que c'est 11 000. Et lui, il pense qu'il faut qu'on arrive à auditer la dette du Congo pour qu'on sache exactement quelles sont nos capacités de ressourcement et quels sont nos avantages en termes d'investissement.
ça va être une urgence pour lui. Mais au-delà des audits qui vont être menés, parce que l'audit va être surtout autour du Trésor et de ses démembrements dans un premier temps pour qu'on ait à décider très vite. Au-delà de cet audit, il y aura des décisions fortes qui vont être prises, notamment avec toutes les sociétés qui sont dans l'extraction, que ce soit dans le secteur pétrolier, que ce soit dans le secteur forestier, que ce soit dans le secteur des mines solides. L'obligation sera faite à toutes les entreprises de transformer au minimum 50% de leurs produits d'extraction sur le territoire national. L'entreprise qui n'acceptera pas partira du Congo. Et ces entreprises, toutes ces entreprises auront un délai d'1 année pour s'exécuter. Donc, après, ça va être difficile pour les autres entreprises. Mais nous ouvrons les discussions avec toutes les entreprises. Mais ça ne suffit pas. D'autres décisions vont être prises, notamment sur l'assurance. Aucun franc de l'assurance ne sera versé à l'étranger. Le secteur de l'assurance, tous les fonds vont être payés sur place au Congo. Aucun franc n'ira à l'extérieur. Mais ça ne suffit pas encore. L'obligation va être faite à toutes les entreprises, dans leur lieu d'extraction, de disposer des sièges sociaux au niveau des chefs-lieux de département. Parce que au niveau du Congo, nous avons aujourd'hui 15 départements. Lorsque je vous prends dans le secteur pétrolier, vous avez beaucoup de sociétés qui exercent dans le département du Kwilu, mais qui n'ont aucun siège social dans le Kwilu. Tous, ils sont à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est la capitale économique, très bien, mais les départements doivent vivre. Et donc, des mesures vont être fortes pour non seulement arriver à ramener les ressources dans notre pays, mais pour la création également des emplois. Monsieur Ngoma, merci pour ces éléments de réponse que vous avez commencé à apporter justement au défi de la diversification économique. Mais avant de poursuivre la discussion, nous regardons d'abord un état des lieux de la situation économique dans le pays et ces éléments sont signés Nana Kamsukom et Marie-Raphaël Ntolo. On regarde. À l'approche du scrutin du 15 mars 2026, la question de la diversification économique s'impose comme l'un des thèmes majeurs du débat public en République du Congo. Dans un pays où le pétrole demeure la principale source de revenus, l'élection présidentielle cristallisait les attentes autour d'un modèle de développement capable de rompre avec la dépendance de l'or noir. La diversification, à mon avis, n'est pas seulement une nécessité économique, mais c'est aujourd'hui une exigence nationale. À l'occasion de la campagne présidentielle, plusieurs candidats ont placé la diversification au centre de leurs priorités, misant sur l'agriculture, l'agro-industrie, la transformation du bois, la pêche, le numérique et les énergies renouvelables pour élargir la base productive nationale. Un enjeu majeur dans un pays où le pétrole pèse encore près de 40% du PIB et plus de 80% des recettes d'exportation, selon la Banque mondiale. Elle implique une meilleure répartition des efforts entre l'État et le secteur privé. Pour que cela fonctionne, l'État, à mon avis, doit concentrer la grande partie de ses ressources sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et tous les services essentiels. Le scrutin du 15 mars ne déterminera donc pas seulement un leadership politique, mais aussi une orientation économique. La crédibilité des programmes en matière de diversification pourrait peser dans le choix des électeurs. Pour rappel, les recettes pétrolières congolaises ont atteint environ 1 323 milliards de francs CFA en 2025. Professeur, au vu des éléments que nous venons de suivre, peut-on parler aujourd'hui d'un bilan économique solide pour ce mandat ou plutôt d'une économie encore structurellement fragile? Vous avez commencé à donner une piste de réponse à ce sujet, mais si on va plus loin dans l'analyse, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? En fait, vous savez, une élection est en fait une grande évaluation. Moi, je suis un spécialiste des politiques publiques, donc c'est une grande évaluation de l'action de l'État au quotidien dans les différents secteurs qui ont été observés, qui ont été mis en œuvre, tout ce qui a été mis en œuvre pendant ces quelques années. Ce que je remarque depuis tout à l'heure, lorsque notre ami de M. Ngoma a parlé là tout à l'heure, c'est que le référentiel à partir duquel
les éléments de campagne vont se faire sur cette élection sont les politiques de diversification économique. C'est-à-dire on voudrait mettre fin à cette énergie, à cette pétrodépendance, énergie-dépendance, pour pouvoir regarder les autres aspects. Et si on regarde cela, on se rend compte très vite que le Congo se trouve là à la croisée des chemins. Parce qu'il est toujours facile de dire nous allons apporter la diversification si nous ne pensons pas une révision générale des différentes politiques publiques qui ont été mises en place dans ce pays. Notamment, comment on fait pour que l'argent qui vient du pétrole puisse irriguer les autres secteurs de la vie économique dans ce pays. Comment on fait pour qu'on rationalise l'action de l'État dans différents domaines. Vous avez entendu M. Ngoma dire qu'on va s'attaquer à des sociétés pétrolières. Nous savons très bien que le Congo a vécu dans une sorte de partenariat solide avec ces pays, en acceptant dans leurs négociations et dans les concessions certaines, et je ne sais pas si ces concessions sont terminées, certains accords qui permettaient par exemple d'avoir évidemment une partie de leurs ressources qui étaient transférées dans leur pays, dans les pays d'origine de ces grandes sociétés. Donc, cela suppose une véritable renégociation et non pas une imposition, mais nous allons voir comment ça va se fonctionner. Mais l'idée est seulement d'arriver à modifier tout le champ des relations entre le Gabon et le Congo et ses sociétés pétrolières est quelque chose de tout à fait innovant. Je pense cela. La deuxième chose sur laquelle je parle, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est que est-ce que dans la dynamique du Congo de changer, j'ai appris que quelques-uns de nos amis de KPGM ont été sollicités pour pouvoir apporter une réflexion sur les changements, non seulement en matière économique, mais aussi en matière de budget. Est-ce que cela est pertinent étant donné que la rationalisation des politiques d'un pays est une affaire politique? C'est une affaire politique, c'est souvent très loin des affaires purement entrepreneuriales. Nous allons aussi observer cela avec beaucoup d'attention. Je vais m'arrêter là parce que y a des éléments comme une sorte d'import-substitution à la congolaise qui méritent aussi qu'on observe comment les différents acteurs vont fonctionner, ont fonctionné déjà jusqu'ici et vont fonctionner après. Nous avons vu que lorsqu'on a voulu commencer à faire cette réforme, les premiers secteurs qui ont été attaqués ont été l'éducation, le secteur de l'éducation. Nous avons quelques grèves que nos collègues ont entamées là-bas, mais je pense qu'il faudrait éviter justement de revenir à une sorte de programme d'ajustement structurel à la FMI parce qu'on veut à tout prix faire de la substitution, faire de la rationalisation, sortir de la pétrodépendance. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui méritent peut-être d'être entendues pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner du sens à notre façon de voir ce qui se passe au Congo depuis 2021. Docteur Tassié, vous avez entendu M. Ngoma tout à l'heure. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de diversifier l'économie, mais plutôt de la dynamiser. Et cela passe ou passerait, selon lui, par le fait d'imposer aux multinationales qui sont dans le pays de transformer localement toutes les ressources qu'elles sont en train d'extraire. Est-ce que, sur le long terme, comme le professeur Elono le disait, est-ce que c'est viable? Est-ce que cette façon d'entrevoir le développement économique du Congo est viable? Oui, je suis d'avis avec lui, parce qu'il est important, justement, et justement, dans les recettes que je peux proposer en termes de diversification ou il a dit la redynamisation de l'économie, je voudrais justement dire qu'il est important, dans le cas d'espèces, justement, de procéder à une transformation des matières premières. Et cela va générer de nombreux emplois. Parce que si l'économie est quasi dépendante des hydrocarbures, il est important également de diversifier
cette économie-là en s'intéressant à d'autres secteurs comme celui, tout à l'heure nous avons parlé de l'exploitation forestière, du numérique, qui est également un élément important, surtout en ces temps où le monde est devenu un village planétaire. Donc, je suis d'avis avec mes copanélistes pour dire que le Congo, comme tous les autres pays de la sous-région, justement, ont besoin de diversifier leur économie. Parce que cette dépendance vis-à-vis du pétrole, à un moment donné, fait en sorte que on assiste de temps en temps dans ces différents États, et particulièrement au Congo, on observe de temps en temps des soulèvements, de temps en temps des crises politiques, de temps en temps, parce que certains estiment que les revenus, justement, de ce pétrole ne sont pas redistribués de manière équitable. Ce qui, à un moment donné, justement, peut tout à fait créer des frustrations. Donc, je suis d'avis avec eux. Je pense qu'on devrait diversifier l'économie pour que l'économie ne soit plus dépendante des hydrocarbures. Monsieur Ngoma, vous disiez tout à l'heure que le débat pour les Congolais ne se trouve pas seulement dans la question économique. Vous qui êtes au contact de ces populations aujourd'hui, quels sont les enjeux de la présidentielle de 2026? Je ne vous ai pas bien entendu, madame. Oui, je disais, monsieur Ngoma, vous qui êtes au contact des populations sur le terrain, vous disiez tout à l'heure que le débat ne se situe pas seulement sur la question économique pour vos concitoyens. Aujourd'hui, où sont placés les intérêts de la population congolaise? Mais écoutez, au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais, ce que vous écoutez, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées, c'est d'abord la question de l'emploi, la question de la formation, la question culturelle. C'est beaucoup de problèmes qui se posent. Voyez-vous, sur la question, par exemple, de la formation, nous avons au Congo une difficulté, c'est que le pays où les situations des citoyens mal à se parler. Vous avez un pays qui est reparti en deux zones pratiquement. Vous avez une zone où on appelle la zone nord, la zone sud. Dans la zone nord où on parle beaucoup plus Lingala et puis les autres langues vernaculaires. Dans la zone sud où on parle beaucoup plus Kituba. Et donc la communication est un peu difficile. Et c'est pour ça il faut déjà résoudre cette situation de communication. Et il va engager une réforme constitutionnelle. Le français, le Kituba et le Lingala vont être mis au même niveau, parce qu'au niveau actuellement, notre constitution privilégie beaucoup plus le français et le Kituba et le Lingala sont des langues véhiculaires. Pour Kinongi, ça va être systématique, ça va s'arrêter. Toutes les langues vont être mises au même niveau. Le Lingala, le français et le Kituba vont être enseignés depuis la maternelle jusqu'à l'université au même niveau. Et ça ferait qu'en termes de communication, déjà, nous allons résoudre ce problème pour construire cette cohésion nationale. Mais en dehors de la formation, qui, de façon classique, nous savons très bien qu'au niveau de la formation, il y a des problèmes liés aux infrastructures, au personnel, à la gestion du personnel enseignant et tout. Donc, il y aura un travail qui va être fait sur la nouvelle carte scolaire qu'on va mettre en place pour mieux utiliser les ressources humaines que nous avons. On est dans un paradoxe où le pouvoir actuel vous dit nous sommes en déficit d'enseignants, mais lorsque vous regardez, par exemple, dans le milieu des forces armées et de sécurité, vous avez des cadres en mesure de transmettre la connaissance au niveau des écoles, de l'université, ainsi de suite. Donc, on va reconstruire cette cohésion. Moi-même qui vous parle, il y a quelques années, j'ai été enseigné par un commandant qui nous faisait histoire, géographie au lycée. Au jour d'aujourd'hui, ces choses-là sont arrêtées. Donc, on va refaire la carte scolaire et permettre à ce que toutes les compétences en mesure d'intervenir au niveau du système d'enseignement aient la formation qu'il faut et qu'ils aident le peuple à avancer. Construire la cohésion entre le civil et le militaire dans le milieu de la formation. Et il nous faut mieux gérer les ressources. Mais à côté de la formation, lorsqu'on a formé, on a un vrai défi au Congo. C'est le défi de l'enrichissement illicite. Et là, il y a une vraie bataille qui va être menée contre l'impunité. Nous avons au jour d'aujourd'hui à peu près 8 instruments de lutte contre la corruption. Et depuis que ces 8 instruments existent, on n'a jamais lutté contre la corruption.
Mais pour Kinumbi, il s'agira de mettre une seule entité de lutte contre la corruption à côté de la justice et une justice implacable. La justice va être sur les procureurs. Il faudrait qu'on arrive à réduire les délais de justice parce que c'est une catastrophe au Congo. Lorsque vous avez une situation sociale au niveau de la justice, vous pouvez passer 5-6 ans et la situation n'est pas résolue. On passe de renvoi en renvoi. Et il dit, c'est fini, au maximum, les juges n'auront que 2 renvois. En dehors de 2 renvois, la situation va être mieux tracée et si les sanctions doivent tomber, elles tomberont. Donc les juges ne seront pas épargnés de leur métier. Parce que le problème de la justice au Congo, c'est un problème central. Vous savez qu'on est au Congo, vous avez des citoyens qui ont détourné des mandats d'arrêt, mais qui circulent dans le Congo comme s'ils n'ont jamais eu un mandat d'arrêt. Et il faut qu'on arrête avec cette impunité. Et pour Kinumbi, que vous soyez de sa famille, que vous soyez de son ethnie, peu importe, la justice s'appliquera pour tout le monde, même pas pour ses enfants, pour tout le monde, la justice s'appliquera. Parce qu'il faut qu'on redresse le Congo. Et donc la question de la formation, la question de la justice, les défis sont énormes. Vous avez des défis qui sont liés, par exemple, à l'énergie. Vous voyez dans quelle situation nous sommes au jour d'aujourd'hui. On est obligé d'avoir un groupe électrogène pour travailler. Mais au-delà du groupe électrogène, vous avez d'autres problèmes qui se posent. Donc on a un problème de production d'énergie. Et pour Kinumbi, cette situation va être résolue par la construction de 2 barrages au niveau de Sonda. C'est un vieux projet qui date du président Youlou, qui n'a jamais été exécuté. C'est un barrage, le premier qui peut nous produire 800 mégawatts, et Kinumbi pense qu'on peut superposer un deuxième Sonda pour qu'on ait la capacité, rien qu'à Sonda, d'avoir au moins 2500 mégas. Avec 2500 mégas, on est sûr d'une bonne production énergétique et d'une industrie qui va suivre. Parce que créer les emplois, ce sont les entreprises. Mais les entreprises, on va également les sauver parce que nous allons baisser l'impôt sur les sociétés. Au niveau sous-régional, nous sommes à peu près autour de 28%. Mais pour Kinumbi, il faudrait qu'on descende davantage. Mais il faut qu'on tire en ce moment-là toute la sous-région. Pour qu'on comprenne qu'il faut libérer les entreprises afin que les entreprises aient la capacité d'investir, de se refinancer et de créer davantage des emplois. Maintenant, pour le reste, on verra. Donc, notre objectif en termes de création d'emplois est forte. Il n'y a pas que dans ce secteur, il y a que pour Kinumbi, le chemin de fer qui est un cordon important pour nous entre Pointe-Noire et Brazzaville va être refait à neuf. Avec merci pour cette intervention. Quoique je constate quand même que vous parlez énormément en termes de projection de ce qui va être fait, mais fait par qui? Vous parlez en termes de projection. Nous allons construire, nous allons redynamiser. Les questions aujourd'hui de redresser les entreprises. Mais par qui est-ce que ce chantier doit être réalisé? Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la dette et c'est justement sur ce point-là que nous allons nous avancer en regardant cet élément signé par Raphaël Antolo qui nous revient justement sur la question de la dette qui pèse sur les investissements, les infrastructures et les programmes sociaux. La République du Congo est engagée dans une course pour sa crédibilité financière. Le ratio d'endettement public est estimé à 74,1% du PIB fin 2026, contre plus de 110% en 2020. Entre la baisse des recettes pétrolières et l'accumulation des arrières intérieures, la marge de manœuvre de l'exécutif reste étroite. Selon les dernières projections, le stock global de la dette congolaise amorce une décrue tout en restant au-dessus du plafond de 70% fixé par les critères de convergence de la CEMEC. Nous ayons réussi à réduire la dette extérieure ou la dette globale qui était estimée à partir de 2020 à 2025 à près de 110%. Hein? Incroyable, vous le dites, voilà. Pour avoir réussi à la ramener autour de 90%. Mais parce que vous et nous avons fourni d'importants efforts pour réduire la dette extérieure.
Selon les experts, le premier défi est celui de la liquidité intérieure. Le pays fait face à une accumulation critique d'aérés envers les opérateurs économiques locaux, une dette qui asfixie les secteurs privés et freine la diversification de l'économie, pourtant vitale pour sortir de la dépendance de l'or noir. Il y a aussi le poids des partenaires bilatéraux comme la Chine, qui détient à elle seule les 2/3 de la dette extérieure du pays. Une dépendance qui impose des renégociations constantes et une diplomatie financière serrée. Nous avons fait augmenter la dette intérieure. C'est ce que le président dit. Parce que dans cet effort que nous étions en train de fournir, il ne fallait pas perdre de vue qu'il nous fallait garantir le climat social, la paix sociale. Le gouvernement a déjà validé une stratégie à moyen terme visant à ramener l'endettement sous les standards régionaux. Elle prévoit notamment 700 milliards de francs CFA de nouveaux emprunts en 2026 sur le marché régional pour financer le développement. Par contre, l'opposition dénonce le poids de la dette intérieure qui asfixie les entreprises locales. Monsieur Ngoma, la République du Congo est un pays qui pèse beaucoup dans la sous-région SEMAC aujourd'hui. Est-ce que les programmes des 7 candidats qui sont en liste pour la présidentielle répondent réellement aux préoccupations des Congolais? Est-ce que leurs projections pour résoudre le problème de la dette sont viables et sont réalisables? C'est très difficile cette émission parce que j'ai du mal à capter. Si j'essaie de bien comprendre, je crois que vous parlez de la dette. Nous parlons effectivement de la dette et des programmes des 7 candidats qui sont en liste. Est-ce que pour eux, leurs programmes en faveur de la résolution du poids de la dette sont aujourd'hui réalistes et viables pour le pays? Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai du mal à vous entendre. Parfaitement, j'ai du mal à vous entendre. Tout à l'heure, j'ai suivi le reportage qui parle de la soutenabilité de la dette. Mais il y a une chose que ce gouvernement ne dit pas, et notamment le Premier ministre qui est en train de parler tout à l'heure. Vous savez qu'on a une grande faiblesse au Congo, c'est celle de la statistique, je l'ai dit tout à l'heure. On ne veut pas dire la vérité. Et c'est pour ça que la vérité des chiffres est fondamentale pour qu'il. Le niveau de la dette au jour d'aujourd'hui ne nous fait pas peur, parce que nous avons les capacités de payer cette dette et de faire avancer l'économie nationale. Vous avez des entreprises qui agissent au jour d'aujourd'hui dans le secteur des mines solides, par exemple, mais qui ne contribuent à rien à l'économie nationale. Le zinc, le quartz, le cuivre, et tout ça prélevé part en Chine et l'économie congolaise ne bénéficie absolument de rien. Si vous allez dans les zones d'extraction, vous allez crier au crime. C'est une vraie catastrophe. Je vous prends les gisements, par exemple, qui sont dans la zone de Bokosongo seulement. Je ne veux pas regarder du côté d'Exaro, avec le projet qui a coulé, du côté de Mayoko, et tout ça. Nous sommes dans une situation où, s'il y a une discipline budgétaire, si on fait attention aux besoins réels du Congo, que ce soit les 8 000 milliards ou les 10 000 milliards qui sont projetés en termes de dette, le poids de la dette va être réglé. Tout le problème, c'est l'échange qu'on doit avoir, l'échange serein et responsable avec tous les partenaires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos partenaires, nombreux de nos partenaires, mettent le Congo dans une situation inacceptable. Je vous prends un cas sur ce qui est de la dette. Le Congo est allé emprunter au niveau de la Chine pour construire la cité du gouvernement. 196 milliards. Le projet n'a pas été réalisé. Quelques années plus tard, on refait un autre financement, un autre emprunt au niveau de la Turquie sur le même projet. Vous imaginez? Que ce soit au niveau de la Turquie ou au niveau de la Chine, les deux banques qui ont à agir, ce sont des banques chinoises, donc Exim Bank. Il y a un problème. Il faut qu'on parle avec les partenaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont passés les 196 milliards du premier emprunt. Aucun immeuble n'a poussé. Aucun. Et donc, vous voyez déjà au niveau de la dette, même avec nos partenaires, on a beaucoup de soucis. Que ce soit avec la Banque mondiale, que ce soit avec le FMI, il y a des choses à dire. Et c'est pour ça pour Kinumi Kiambongo, la vérité des chiffres va être ça. Les partenaires vont nous trouver difficiles, durs, mais il nous faut pour qu'on sorte de cette situation.
Il y a quelques années, le président Lissouba a connu la même situation. Lorsqu'il avait mis le dossier sur la table, je crois que les choses s'étaient réglées. Et au jour d'aujourd'hui, c'est faisable. Vous avez, par exemple, au niveau du secteur pétrolier, on nous applique une décote sur le pétrole congolais qui part entre 5 et 6 dollars. Vous posez la question aux pétroliers, pourquoi une décote de 5 dollars, de 6 dollars sur chaque baril? Ils n'ont aucune réponse. Vous imaginez s'ils nous répondent et qu'on ramène la décote à zéro, vous imaginez en termes de ressources ce que cela peut apporter pour le pays? Donc nous avons un problème d'hommes et de discipline. La dette en elle-même, la statistique viendra, fera son travail et vous verrez que nous partirons des 74% qui sont au jour d'aujourd'hui une situation qu'on pense est difficile, nous chuterons. C'est pour ça que notre objectif est d'entraîner toute la sous-région dans cette politique. Ça va être difficile, mais il faudrait qu'on puisse tenir. C'est la vie de plusieurs citoyens, c'est la vie de notre nation et c'est la vie de toute la sous-région. Il faudrait qu'on sorte de la complaisance et qu'on aille vers des décisions fortes. Ce sont des décisions de souveraineté. Il faudrait qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on soit capable de s'affirmer, non seulement sur le marché sous-régional, mais même à l'international. Mais là, il faudrait prendre des décisions. Et les décisions pour Kinshasa vont être fortes. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne regardons pas trop du côté de la dette parce que nous pensons que la dette, nous la payons. Et elle ne pose pas de problème. Notre problème, c'est dynamiser l'économie, c'est créer davantage des emplois, c'est opérer plus de facilité, c'est augmenter l'assiette fiscale de l'État, c'est mettre le Congolais dans des conditions maximales de travail pour qu'on retourne. Mais la dette, elle se paiera sans aucune difficulté. Mais qu'on arrête d'aller emprunter pour payer le fonctionnement. Pour Kinshasa, c'est systématique, ça ne se fera plus. On ne peut pas aller faire des emprunts pour payer le fonctionnement. Si on emprunte, c'est pour l'investissement. Au jour d'aujourd'hui, on connaît les difficultés. Donc nous allons déjà réduire notre marge de manœuvre en termes d'emprunt à l'extérieur. Les partenaires vont nous comprendre, nous allons discuter avec eux, la dette sera payée. Donc au jour d'aujourd'hui, oui, ce gouvernement peut trembler, peut trouver toutes les raisons en termes de difficultés d'investissement. Nous disons non, il n'y a pas de difficulté d'investissement. Nous ne sommes que 6 millions d'habitants. Nous avons les capacités pour nous relancer. C'est faisable et nous allons le faire. Merci, donc, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Je pense que le professeur Elono souhaitait rebondir justement sur votre intervention. Professeur Elono. Je voudrais dire une chose concernant les 3 points qu'il a soulevés. D'abord, le problème de la protection de la fortune publique. Toutes les politiques publiques de protection de la fortune publique qui montrent d'un côté un nombre d'acteurs tout à fait énorme, 8 acteurs qui font tout pour empêcher que des détournements des deniers publics se fassent. Je crois qu'il y a aujourd'hui nécessité dans tous les pays, et même dans tous les pays de la sous-région, de mettre en place des mécanismes beaucoup plus cohérents qui permettraient que l'argent public soit utilisé à l'endroit où il faut. On peut proposer, par exemple, pourquoi ne pas mettre des programmes de prévention des atteintes à la fortune publique dans l'ensemble, par exemple, au Congo, on pourrait parfaitement mettre en place des mécanismes qui permettent de prévenir que lorsque l'argent public est utilisé, qu'on sache. Il y a plusieurs mesures qu'on peut faire. Ça existe, ces mesures-là, on les a fait dans le financement. On peut aussi y penser dans la rationalisation du financement des projets à grande dimension internationale. Vous savez, nos pays oublient souvent de demander aux entreprises les TSR, par exemple la taxe sur les revenus, des entreprises qui viennent de l'extérieur et qui arrivent dans nos pays, notamment au Congo. C'est la raison pour laquelle ils soulevaient ce problème-là. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont à l'intérieur du territoire, mais qui fonctionnent comme s'ils étaient des entreprises qui se trouvaient dans leur pays d'origine et payent parfois plus de taxes à leur pays d'origine qu'au pays dans lequel ils sont en train de se mettre en activité. Donc ça, pour cette première partie de la rationalisation et de la manière dont les politiques publiques de protection de la fortune publique de nos États
en fait de la richesse de nos nations. La protection de la richesse de nos nations est aujourd'hui quelque chose de fondamental. Et pour mettre cela, pour essayer de corseter cela, il serait nécessaire peut-être que pendant les 2026, comme nous sommes en 2021-2026, et que c'est un problème qu'on a constaté en 2021-2026, que le candidat congolais qui gagnerait puisse mettre en place des politiques de protection de la richesse de la nation congolaise. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'était la question de la dette. Je prends ici la dette non seulement interne, mais aussi externe. Le vrai problème, c'est que la plupart des dettes des pays de la CEMAC, la plupart des dettes des pays de la CEMAC, de manière générale, la plupart des dettes des pays de la CEMAC sont des mauvaises dettes. Des mauvaises dettes parce que vous ne pouvez pas regarder dans tous ces pays plusieurs projets, vous comptez le nombre de projets qui ont été une réussite. Sur 10 projets, vous avez 2 ou 3 projets qui réussissent. Et tout ça vient du fait que la maturation des projets, la faible négociation. C'est-à-dire que souvent, lorsque des acteurs de nos États, et là c'est sur la sous-région, nos États vont négocier avec les autres, ils sont 2 quand les autres sont 30. C'est-à-dire au moment même de la négociation, ils sont peu nombreux, la masse critique qui va à la négociation est peu nombreux et souvent pas suffisamment formés. Et cette masse critique fait que nous négocions toujours un peu en notre défaveur. Je ne voudrais pas insister sur les questions notamment de mismanagement, de rétrocommission et tout cela. Je n'insiste pas là-dessus. J'insiste ici seulement sur le fait qu'il y ait une masse critique qui, lorsqu'elle va négocier, soit assez solide pour pouvoir apporter non seulement des projets maturés, mais pour discuter avec les autres sur un même pied d'égalité. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que si la dette extérieure, nous payons parfois, avant même de commencer le projet, nous commençons à payer les intérêts. Et cela s'ajoute au niveau interne d'un phénomène assez étonnant où vous avez l'État qui ne paye pas les entreprises publiques. Et ça, vous pouvez regarder ça dans toutes les entreprises pas publiques. Toutes les entreprises privées qui travaillent avec l'État dans les marchés publics, souvent, vous voyez un entrepreneur qui est obligé de se sacrifier, parfois même aller jusqu'au suicide, parce que l'État a oublié de payer. Et ça, vous pouvez aller dans tous les pays de la sous-région. D'ailleurs, ça devrait même être quelque chose, une politique communautaire qui permettrait qu'à un certain niveau de dette intérieure, la dette intérieure ne devrait pas dépasser les 20%. Parce que si la dette intérieure dépasse les 20%, l'argent ne circule plus. Si l'argent ne circule plus, le bien-être des Camerounais est menacé, et des Congolais, des Gabonais, des Centrafricains est menacé. Donc, comme nous parlons du Congo, la dette intérieure du Congo, j'ai entendu le Premier ministre dire tout à l'heure que cette dette intérieure, il la voulait pour pouvoir se projeter, pour pouvoir permettre aux populations. Non, ce n'est pas possible. Il faut nécessairement que la dette intérieure puisse être diminuée pour que l'imposition, pour que les transformations des entreprises puissent permettre à ce qu'il y ait de la circulation de l'argent, donc du bien-être autour des différentes des couches de population. Donc, je finis mon propos en disant que si le pays, qu'est le Congo, fait ce type de révision générale de certaines politiques publiques, politiques budgétaires, politiques économiques, politiques de protection de la fortune publique, politiques de formation, parce qu'il faut des gens très bien formés. On ne va pas toujours aller chercher KPGM, que j'aime bien, hein, ce sont des anciens avec qui nous avons fait nos études, mais nous avons besoin, à l'intérieur de notre pays, de nos pays, de gens très bien formés. Et cette histoire de formation doit être aussi gérée comme on pourrait gérer la dette
congolaise. Docteur Tassé, peut-être un mot avant qu'on ne poursuive cet échange? Très bien, madame. À écouter tout à l'heure Monsieur Goma, nous avons eu comme l'impression que la description qui est faite par Monsieur Goma est un peu alarmiste. Mais pourtant, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut relativiser un peu la situation. C'est vrai, le Congo n'est pas à genoux parce que nous sommes, étant également politistes, nous suivons également l'actualité dans les différents pays de la sous-région. Ça veut dire que la situation, il faut la relativiser. Tout à l'heure, le professeur Ama Elono est revenu sur la question de la dette. Oui, c'est tout à fait normal à un moment donné qu'on se retrouve ainsi, mais je suis de ceux qui pensent qu'on devrait plutôt justement mettre sur pied une sorte de révision de la des dépenses de l'État. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit améliorer justement les dépenses publiques. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter contre la corruption, parce que la corruption est un problème qui est très fréquent dans ce pays, et comme c'est aussi le cas dans les autres pays de la sous-région. Mais justement, si le Congo veut justement redynamiser son économie, on devrait justement s'engager sur la voie de la lutte contre la corruption. Parce que la corruption également décourage beaucoup d'investisseurs. Je ne suis pas sûr que si vous voulez investir dans un pays et qu'on vous dise que ce pays est champion en corruption, je ne suis pas sûr que vous allez prendre le risque d'investir dans ce pays-là. Donc, on devrait justement développer également les infrastructures. Là, quand je parle des infrastructures, je parle des infrastructures. Elle peut être routière, elle peut être téléphonique, les voies même téléphoniques, parce qu'on en a besoin justement pour le développement. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de formation, on va se retrouver toujours dans une situation qui sera toujours à chaque fois très critiquée. Donc, je pense qu'on devrait plutôt relativiser la situation. Beaucoup de choses ont été faites, mais cela nécessite qu'on puisse envisager de nouvelles politiques publiques qui vont permettre d'améliorer ce qui a été fait. Il ne suffit pas de rompre de manière brute avec ceux qui sont déjà là, mais il s'agit de renégocier librement avec les nouveaux, avec les partenaires, et de faire d'attirer de nouveaux investisseurs. Le Congo en a besoin pour son économie. Nous le disions à l'entame de ce programme, cette élection, ce n'est pas seulement des enjeux économiques, mais également politiques. Nous vous revenons dans quelques instants après cette pause publicitaire. Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, nous discutons dans cette édition de l'Africa Newsroom du bilan 2021-2026 du président Denis Sassou Nguesso, et nous évoquons aussi l'avenir politique et économique de la République du Congo. Le climat politique, la place de l'opposition et les perspectives institutionnelles qui pourraient dessiner l'avenir du pays à partir du 15 mars. Avant cela, suivons ces extraits de deux candidats de l'opposition sur le climat politique qui prévaudrait dans le pays ainsi que de leurs ambitions. Ce que moi, je propose aux Congolais, c'est d'abord l'apaisement national. Pourquoi je parle d'apaisement? Parce que vous pouvez le constater que notre devise nationale commence par l'unité. Et les pères fondateurs de notre République n'avaient pas tort de penser qu'il fallait commencer par l'unité. Alors qu'aujourd'hui, l'unité n'est plus garantie. Nous sommes dans une certaine division qui ne se cache plus. Donc moi, je commence par le pardon national, je commence par une organisation d'un dialogue inclusif où nous allons convoquer toutes les sensibilités politiques et sociales, parce que oui, lorsqu'il est question donc, de remettre le pays sur les rails, il faut discuter de ces questions d'avenir avec tous les Congolais. Il faudrait très rapidement que le président de la République ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature. À ce niveau-là, nous procéderons très certainement à un référendum pour modifier notre constitution, et nous allons également aller à ce qu'on appelle vers des mesures très urgentes, la constitution d'un fonds souverain très rapide pour pallier aux urgences, avec, nous avons dit, 10% de tous les bénéfices des richesses naturelles que nous avons au Congo, le pétrole, le bois, le fer, l'or, l'eau, etc. Professeur Elono, vous avez entendu
Le candidat Dave Mafula parlait de réconciliation, ce qui sous-entendrait que la classe politique ou alors la population congolaise ne vivrait pas en paix. Et selon les derniers rapports de Freedom House et de l'ONU, le Congo est classé partiellement libre avec un score de 55 sur 100 en 2025. Quelles implications ce soi-disant ou alors ce supposé climat politique délétère a-t-il sur la stabilité du pays et la confiance des citoyens en leurs institutions? Il y a deux choses qui ont été dites là et qui méritent qu'on s'y attarde. La première, pour faire sans transition par rapport à ce qui a été dit avant, je vais commencer par là, c'est la création de ce fonds souverain. Un fonds souverain pour que toutes les ressources naturelles du Congo puissent être mieux utilisées ou bien puissent être mieux gardées. Ce fonds me rappelle un pays qui a quasiment les mêmes ressources que le Congo, c'est la Norvège. Avec un système néocorporatiste, la Norvège a pu avoir l'un des fonds les plus pertinents au monde aujourd'hui. En ce qui concerne maintenant l'unité nationale congolaise, je crois que vous savez, un peu plus tôt, notre compagnoniste avait parlé de cette division ou scission qui se trouve entre le Nord et le Sud. Mais je pense que certaines mesures sont aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à une situation, nous sommes à une situation grave peut-être, mais nous ne sommes pas à une situation de crise totale. Et donc, les palliatifs ou bien les rectificatifs pour que l'unité sociale puisse être mise en place m'ont paru être dites par M. Ngoma lorsqu'il parlait de cette mise en place au niveau de la politique culturelle du Congo, la mise en place des langues, des deux grandes langues, le sud et le nord, le lingala et puis l'autre langue et la langue française seraient au même niveau. Je crois que cela permettra d'abord de réduire ce sentiment que le Nord, parce que ce sentiment est un fil bizarre qui a souvent suivi l'histoire du Congo. À un moment même, il y a eu des échauffourées militaires. Et aujourd'hui, je pense que si les candidats, la plupart des candidats sont, on nous a présenté M. Ngoma comme un candidat de l'opposition, si dans les candidats d'opposition et le candidat président, le candidat qui veut devenir, les futurs candidats qui veulent devenir président du Congo, voient que c'est un problème et qu'ils veulent le résoudre au travers d'une révision institutionnelle qui consisterait à mettre toutes les langues, les deux langues nationales et la langue étrangère sur un même pied d'égalité, je pense que cela est une avancée significative. Monsieur Ngoma, vous disiez tout à l'heure, en parlant de fragmentation sociale que le professeur Elono vient de soulever, aujourd'hui on constate quelque chose, l'opposition congolaise est divisée en un peu plus de 10 partis structurés, mais sans coalition majeure. Quels sont aujourd'hui les risques pour la gouvernance et la représentativité démocratique dans un tel contexte? On ne peut pas parler en termes de fragmentation, de division de l'opposition. Au jour d'aujourd'hui, on peut être à l'opposition, mais si on ne regarde pas dans la même direction, c'est pas un problème de fragmentation. Je crois que c'est une richesse, et c'est comme ça que nous nous prenons ça. C'est une richesse de compréhension, de diversité, de pensée et autres. C'est le plus important pour nous. Maintenant, il faut construire dans cette diversité. L'opposition, c'est pas une fragmentation, c'est pas une fatalité. Mais tout à l'heure, le professeur insistait sur la question que j'ai évoquée tout à l'heure des langues. Mais vous voyez que même quand j'ai écouté le candidat Dev, qui pense qu'il faut qu'on aille vers la reconstruction de cette unité en appelant tout le monde autour. Non. Pour Kinyumi, lorsqu'on lit la constitution du Congo, il y a quelque chose de fondamental. Au niveau déjà du préambule, on parle de la cohésion. Ça veut dire que le constitutionnalisme au départ avait déjà percé le problème, qui avait été vu déjà par les pères fondateurs, comme l'a dit Dave, la question de l'unité. Mais le problème, c'est que la cohésion est assise sur quoi? Le pouvoir passé a tenté.
Ils nous ont parlé du vivre ensemble, qui n'a rien à voir. Et pour Kinumbi, c'est 4 piliers, la cohésion nationale. La première, c'est la langue dont je vous ai parlé. Le deuxième pilier, au niveau de la cohésion nationale, pour que le peuple se parle et qu'on traverse toutes ces difficultés, c'est le sport. Le sport est un vecteur important pour le Congo. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le sport a été tué au Congo. Les stades sont fermés, le conflit entre le ministère du Sport et les fédérations, les athlètes ne peuvent plus partir. Il y a des situations qui font que ça augmente la pression au niveau social. Et c'est pour ça qu'on pense que le sport va être un vecteur important. Il nous faut reconstruire notre sport, financer ce sport pour que la cohésion soit de plus en plus forte. Dans ce pays, nous avons connu des périodes où un citoyen quittait la zone sud, un sportif allait dans la zone nord, était apprécié et le sport nous rapprochait davantage. Mais on a bousillé tout cela et Kinumbi pense qu'il faut revenir sur cette question qui est importante. Mais il y a aussi l'autre pilier qui est la justice. Le candidat Dave essaie de survoler la situation, mais c'est là le vrai problème du Congo, la justice. Où vous avez une justice à plusieurs vitesses, où le citoyen a du mal à accéder à la justice. Parce qu'on va vous dire, vous voulez porter plainte, on vous dit, voici les coûts de justice. C'est énorme. Quelqu'un ne peut pas accéder. Même lorsque vous avez accédé, on vous dit, bon, il faut faire le transport sur le lieu. Là encore, une autre difficulté, on ne peut pas. Donc, pour Kinumbi, il faudrait mettre à plat tout ça. Il faut qu'on arrête avec ça. La question de la justice va être importante parce qu'effectivement, il nous faut construire la cohésion nationale. Il nous faut construire l'unité nationale. C'est très important. Maintenant, la question de l'opposition, il y a une pensée qui est forte. Et ça va être une réforme qui va être engagée. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs partis de l'opposition. Je prends le cas de cette élection présidentielle où vous avez le premier parti de l'opposition qui refuse d'aller à l'élection du PADES. Vous avez le second parti qui est UDH Yuki qui refuse d'aller à cette élection. Mais il faut arriver à prendre des décisions. C'est une élection majeure. C'est dans les mêmes conditions que ces partis politiques sont allés aux élections législatives locales. Mais à la présidentielle, ces mêmes partis vous disent non, les conditions ne sont pas réunies. Mais ce sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'il nous dit on va prendre des résolutions. Le parti politique qui ne va pas s'engager à une élection présidentielle va se dissoudre, va s'écarter totalement. Parce qu'on va apporter des réformes en termes d'occupation de sièges au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des sièges au niveau local. Oui. Nous irons, c'est des discussions que nous allons avoir politiques. Si Kinumbi est élu, on va avoir ces discussions politiques. Nous allons avoir une seule élection, c'est l'élection présidentielle qui sera déterminante et qui va permettre à ce qu'on puisse repartir les sièges au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des assemblées locales, en fonction du pourcentage, donc au prorata des résultats que chaque candidat aura à l'élection présidentielle. Là, ça fera que les partis auront l'obligation de mieux se comporter, d'aller à l'élection présidentielle, sinon vont disparaître. Et nous allons aller vers c'est les grands partis qui vont émerger. Mais tous ceux qui viennent pour créer de la confusion vont disparaître. Le professeur Elono souhaite rebondir sur un élément que vous m'entendez? Le soir. Vous m'entendez? Il n'y a aucune fissure de position. C'est un problème de direction. Chacun regarde dans une direction. Et je ne veux pas faire ce grand débat autour de qui est opposant, qui ne l'est pas. Mais chacun regarde dans sa direction. Monsieur Ngoma. L'intérêt c'est qu'on ait une opposition forte. Oui. Monsieur Ngoma, juste une chose. J'ai bien compris que vous me dites que, et je partage peut-être ce point de vue avec vous, mais vous me dites que l'existence de plusieurs partis est quelque chose de bien parce que ça crée la diversité, la diversification et ça crée beaucoup d'émulation à l'intérieur du débat politique congolais. Mais est-ce que vous ne sentez pas là un risque de ne jamais gagner les élections, étant donné que le parti, le PCT, joue effectivement aussi, bénéficie
d'une force qui vient du fait que chaque parti, bien que diversifié, chaque parti de l'opposition travaille pour sa propre victoire, de telle sorte que nous sommes dans une situation où, dans l'histoire de nos pays, tous les partis étaient des partis uniques. C'est-à-dire le parti au pouvoir est un parti unique, les partis d'opposition sont des partis uniques. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour gagner des élections, pour apporter justement ces modifications substantielles que vous nous avez dit depuis le début de l'émission et que nous considérons comme étant des éléments pertinents de la réelle politique, de la vie politique congolaise. Il y a quelque chose Monsieur Ngoma, permettez, je pense que le docteur Tassé également veut rebondir avant votre élément de réponse. Oui, je voudrais emboîter le pas au professeur Ama Elono pour dire que la diversification de l'opposition, comme l'a si bien dit tout à l'heure Monsieur Ngoma, qui estime que la diversification de l'opposition est plutôt une bonne chose. Moi, je voudrais dire qu'il faut apprécier cela sur deux axes majeurs. Le premier, si je peux dire de manière symbolique, on va dire que la diversification, oui, si c'est le fait qu'il y ait plusieurs partis de l'opposition qui vont affronter dans les prochains jours le parti au pouvoir, c'est une bonne chose. Mais sur un plan purement pratique, et tactique même, il est difficile justement pour l'opposition de pouvoir gagner une élection avec cette fragmentation. Déjà, le parti au pouvoir, ceci de particulier, c'est qu'il il est représenté sur la quasi-totalité du territoire, ce qui n'est pas le cas pour l'opposition, qui se retrouve très souvent dans les grands centres urbains ou alors dans les communautés d'attache des différents candidats. Donc, je ne suis pas d'avis avec M. Ngoma qui pense justement que la diversification de l'opposition est un bien. Et vous avez pu vous rendre compte justement que cette opposition, bien que diversifiée, elle est également fragmentée. Et c'est ce qui est reproché généralement à nos différents partis politiques au niveau de nos États africains. Cette hétérogénéité des positions, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour pouvoir challenger le parti au pouvoir. Et on peut donc dire à un moment donné que ces différents partis font le jeu du parti au pouvoir puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour challenger le parti au pouvoir. Chacun veut être président à son niveau. Pourtant, nous savons tous qu'il est difficile de battre un parti politique qui est implanté et qui existe depuis plusieurs années. Donc, les partis de l'opposition gagneraient davantage à se mettre ensemble. C'est ce que je voudrais rajouter. Docteur Tassé, votre intervention me permettra d'embrayer sur la question suivante. Mais avant, M. Ngoma, qu'est-ce que vous répondez justement à vos deux intervenants qui estiment que cette fragmentation que vous définissez comme bénéfique pour la classe politique congolaise n'est en réalité pas si bénéfique sur le plan pratique? Non, le problème n'est pas là. Je vous dis que sur le plan pratique, ça peut être profitable. Au jour d'aujourd'hui, n'importe quel parti d'opposition peut gagner une élection au Congo. Et c'est cette bataille que nous menons depuis plusieurs années, celui de l'amélioration du cadre électoral. Depuis 2015, nous sommes en discussion avec ce pouvoir pour qu'on arrive à mettre sur pied la biométrie. Et ils refusent de mettre sur pied la biométrie parce qu'ils savent, en mettant sur pied la biométrie, ils ne vont jamais gagner une élection. Et c'est là notre combat depuis 2015. Nous avons réussi en 2015 à obtenir le bulletin unique. Ça a été des grandes discussions. Mais plusieurs partis de l'opposition ne comprenaient pas ce que nous faisions à l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde est content pour le bulletin unique. Mais ça ne suffit pas. Nous poursuivons la bataille de la biométrie. Il faut qu'on arrive à avoir la biométrie. C'est une grosse... Si on a la biométrie, je vous jure que le pouvoir en place ne gagnera jamais une élection. Ne gagnera jamais. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas la biométrie. Et ça ne suffit pas. Nous avons dit, mais il faut régler la Commission nationale électorale. Au jour d'aujourd'hui, nous allons à cette élection. Vous imaginez qu'au niveau de la Commission, même lorsqu'on vous dit le représentant de l'opposition, il est de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que ce sont ces partis qui se disent de l'opposition, mais qui, au fait, ne sont pas à l'opposition, jouent le jeu de la majorité présidentielle.
Et il y a quelques jours, j'ai rappelé au président de la commission, à tout le monde, nous étions en réunion, j'ai dit, mais comprenez, vous-même, président de la commission, vous êtes du parti au pouvoir. Le premier vice-président est du parti au pouvoir. Le deuxième vice-président, qui est censé être de l'opposition, est en train de soutenir le candidat qui est de la majorité présidentielle. Le troisième vice-président, qui est du centre, soutient le candidat de la majorité présidentielle. Le quatrième vice-président, qui est de la société civile, est de la majorité présidentielle. Donc, vous voyez le climat dans lequel nous sommes. Mais nous, on ne se fatigue pas. On dit, mais tout ça, vous le faites si vous êtes sûr de vous. Mais réglons les choses. Mais quand vous faites comme ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de vous. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes au Congo. L'opposition n'est pas fragmentée. Les gens ont un regard, ont une vision, chacun se bat à sa manière. Et là, on peut se mettre ensemble, on se met. Mais si on ne voit pas dans la même direction, on ne peut pas se mettre ensemble. On connaît les réalités du Congo. C'est pour ça que je vous dis, la faiblesse, ce qu'on appelle de l'opposition, ne vient pas du fait qu'on n'est pas ensemble. Non, nous avons tenté ces choses-là plusieurs fois et on sait ce qu'on a connu dans ce pays. Il n'y a pas plus longtemps, pas plus d'une année, nous avons fait ce travail et on connaît. On nous a fait ce reproche, mettez-vous ensemble. On a tenté de le faire, mais on a vu, on a entendu. Et c'est pour ça que nous poursuivons notre bataille. Nous disons simplement que le Congo gagnerait en mettant sur pied biométrique. Professeur Elono de rebondir sur... Je voulais, ça m'amène à... Je vous écoute avec beaucoup d'attention, Monsieur Ngoma, et je me pose la question de savoir si aujourd'hui l'opposition, étant donné que les partis historiques de l'opposition semblent ne pas vouloir participer à cette élection ou ont décidé de ne pas participer à cette élection, je crois qu'il y a un parti qui attend d'être validé depuis des années, le parti souverainiste, je crois. Lorsqu'on prend l'ensemble de ces partis d'opposition, on se rend donc compte que vous avez décidé d'aller à une bataille où vous allez perdre. Vous allez perdre. Alors vous faites peut-être ce que je pense être une stratégie, c'est d'être présent à tout moment, en espérant qu'un jour le PCT disparaîtra avec la disparition ou bien avec le départ historique ou voulu ou pas du président Sassou Nguesso, c'est ça? Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Monsieur Ngoma, j'ai du mal à vous entendre. Ah, alors je vais reprendre. Non, je vais reprendre. J'étais en train de vous dire que, à vous entendre parler, vous faites un pari presque pascalien. Vous vous dites, dans tous les cas, nous ne pouvons pas ne pas aller aux élections parce que nous allons perdre. Mais comme nous allons perdre, nous serons dans tous les cas dans le sillage de la transformation de l'histoire électorale congolaise jusqu'à ce que le PCT devienne un parti historique, en fait, en tant que parti historique, continue à vivre après Sassou Nguesso. Comment vous imaginez votre parti dans 5 ans? Bon, mais dans 5 ans, la chaîne qui est née en 2017, vous voyez, il n'y a pas longtemps. Oui. 2017, aujourd'hui, je crois que dans 5 ans, le parti va davantage grandir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai écouté un peu tout à l'heure en termes d'ancrage. Je peux vous dire que il n'y a pas un département, il n'y a pas un district que la chaîne ne connaît pas ou la chaîne n'est pas. Et je vous dis que ça a été plusieurs efforts. Avant qu'on arrive déjà à mettre sur pied la chaîne, c'était un grand travail depuis 2009. En termes d'indépendance, en termes de pénétration. Et finalement, c'est en 2017 que la décision a été prise, pour que la chaîne soit un parti politique. Et je vous dis... À quelle position aujourd'hui, sur les dernières élections, je crois que les élections locales, est-ce que vous êtes un parti d'opposition parlementaire? Bien sûr, nous sommes à l'Assemblée nationale, au niveau local, nous avons quelques élus. Nous sommes là, nous poursuivons notre chemin. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours bien compris, parce que souvent, on nous reproche le fait de surfer en solo. Mais on surfe en solo parce qu'on comprend la situation. Et c'est pour ça que nous insistons, nous disons à tout le monde, attention, ne croyez pas toujours à ce que vous écoutez du PCT, en termes d'ancrage. Ne croyez pas toujours. Nous sommes au Congo, nous savons.
Et nous le disons aux amis au PCT, si vous êtes si fort, si vous êtes mieux installé, si incontournable, si vous pensez que vous tenez le pays, et allons à la biométrie. Améliorons les conditions au niveau de la commission électorale indépendante et on verra qui est fort. Monsieur Ngoma, le problème du Congo, il est simple. Peut-être qu'ailleurs en Afrique, on n'a pas ça, mais je vous dis, ce qui se passe au Congo, au jour d'aujourd'hui, si nous avons la biométrie, on a fait des efforts. Vous voyez, le cadre électoral, au jour d'aujourd'hui, fait obligation au président des bureaux de vote d'afficher les résultats à la fin du dépouillement. Mais c'était une grosse bataille. Mais ça veut dire que c'est à nous de poursuivre la sécurisation des résultats. Au jour d'aujourd'hui, nous avons obtenu cela de façon systématique. Ça va être fait comme ça. Maintenant, c'est à nous de sécuriser nos élections en ayant des représentants dans tous les bureaux de vote. Là aussi, c'est une grosse bataille parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même 6000 bureaux de vote. Mais nous sommes en train de nous battre, de regarder comment arriver à saturer le maximum des bureaux de vote pour qu'on ait les résultats. Okay. Il y a des zones où le pouvoir en place... je suis avec vous. Et si je suis avec vous. Et si d'aventure... Pardon? Je dis, et si d'aventure, dans ces élections, vous êtes deuxième, est-ce que vous participerez à un gouvernement si le PCT le sollicitait? Oh, c'est pas l'objet d'une réflexion ou de nos soucis. Monsieur, avant de répondre à cette question, je souhaiterais quand même vous poser une question. Si candidats... Monsieur Ngoma, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Vous m'entendez, monsieur Ngoma? Oui, madame, je vous entends. Si candidats font face au président actuel, le président Denis Sassou Nguesso, qui est en place depuis près de 3 décennies, un peu plus de 3 décennies même, si on se projette au-delà du 15 mars, quelles pourraient être les perspectives d'évolution du système politique actuel congolais? Il faut dire qu'après le 15 mars, on ne peut pas... Au jour d'aujourd'hui, nous croyons à la victoire. Si nous sécurisons nos bureaux de vote, tel que nous sommes en train de le faire, si les présidents des bureaux de vote s'obligent à afficher des résultats, et nous avons également obtenu le fait que la presse soit en mesure de communiquer les tendances parce que les résultats vont être affichés. Si la presse assume ses responsabilités, et nous, à notre niveau, on opère ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sûrs de gagner cette élection. Mais non, après cette élection, il y a tout ce cadre d'apaisement qu'il faudrait qu'on mette en place pour que le politique se parle, pour que le peuple bénéficie des avantages de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Du projet de société de Kinoumi qui est fait et tout. Mais il faut véritablement de l'apaisement parce que la pression est énorme. Vous savez qu'il y a quelques mois, nous avons connu cette opération de Zéro Bondi avec Zéro Colonna, qui était une opération qui a tourné vers une certaine influence de l'opposition. Mais heureusement que très vite on s'est levé, on a dit au pouvoir, attention, le militaire a sa place et le civil a sa place. Donc il faut que un certain nombre de choses soient réglées. Et si c'est le président actuel qui gagne l'élection, mais il faudrait qu'il soit humble et dire qu'il faut qu'on aille vers l'apaisement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la tension est là. Mais il faut qu'on apaise la situation. Vous êtes sans oublier que dans le pôle, la situation était tendue depuis un moment. Mais il faut qu'on calme le jeu. Donc, là, au moment où je vous parle, nous devions avoir meeting demain à Brazzaville. Mais le préfet est en train d'interdire ce meeting sous prétexte que le ministre de l'Intérieur vient de prendre une décision que demain, aucune activité politique. Vous imaginez? Donc pendant que je suis avec vous, je suis obligé de donner des instructions pour qu'on m'apporte cette décision du ministre. Il faut qu'on regarde. Pourquoi on doit arrêter la campagne demain? Pourquoi aucune activité demain? Nous savons que demain, c'est une journée de campagne. Vous voyez dans quelle situation ce pouvoir est en train de nous placer. Mais au-delà de ça, nous regardons la République. Et on l'a toujours dit. L'apaisement, ce qui est fondamental. La paix, c'est fondamental. Et il faut que tous les acteurs arrivent à comprendre cela. Et nous disons, le premier acteur à le comprendre, c'est le président de la République. Vous ne pouvez pas imaginer, madame, depuis 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui, quels sont les efforts que le président Kinoumi a fait pour la paix dans ce pays. Vous ne pouvez pas imaginer les concessions que nous avons opérées pour qu'on arrive à avoir cette stabilité. Mais on a tendance à dire la paix, c'est le président Sassou. Mais il y a des efforts qui ont été faits par d'autres personnes. Et le pouvoir en place le sait. Ce qu'on a fait comme effort.
Je m'en vais peut-être donner la parole au docteur Tassé qui souhaiterait peut-être donner un mot, dire un mot sur ce que vous venez de nous dire. Oui, oui, madame, je voudrais peut-être ajouter pour dire que je peux comprendre, si je vais appeler ça entre guillemets, les frustrations qu'il y a au sein de l'opposition. C'est un peu le cas un peu partout en Afrique. Mais je comprends justement leur détermination à aller jusqu'au bout. Mais je peux dire que ça ne va pas être facile. Mais il est important justement pour l'opposition, comme nous l'avons dit dans notre précédente prise de parole, de développer davantage d'autres stratégies. Tout à l'heure, il a parlé de la représentativité dans les différents bureaux de vote. C'est déjà quelque chose de bien. Et je pense qu'aujourd'hui, la campagne électorale n'est plus seulement sur le terrain, et c'est également dans le numérique, à travers les réseaux sociaux, à travers le porte-à-porte. Donc, il y aura toujours... Je ne pense pas que le parti au pouvoir va se laisser battre comme il pense. Ou alors, à chaque fois qu'ils vont vouloir faire ci ou ça, ils auront des facilités. Mais ils doivent trouver des voies et moyens pour pouvoir contourner les difficultés liées au terrain sur lequel pour lequel ils sont en train de discuter en ce moment. Donc je voudrais justement renchérir pour dire que nous savons déjà tous que les difficultés auxquelles sont confrontées l'opposition dans nos différents États, mais ce n'est pas impossible, on peut les contourner. Donc je ne suis pas toujours d'avis avec ceux qui pensent que, bon, oui, on est barré par ci, on nous empêche de faire ci, on nous empêche de faire cela, mais on peut contourner cela. Et c'est possible. Comme nous l'avons vu, madame, monsieur, le scrutin du 15 mars intervient dans un contexte où les questions économiques, de gouvernance et d'évolution du paysage politique occupent une place centrale dans le débat. Merci à nos invités pour leurs analyses et surtout les enjeux qu'ils ont soulevés autour de la présidentielle du 15 mars au Congo. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Newsroom. À très bientôt pour un nouveau numéro et surtout à suivre une nouvelle édition de l'actualité africaine.